La ville de New York est la plus grande ville des États-Unis. Sa population dépasse les 16,5 millions d'habitants. New York est aussi la ville la plus importante pour le commerce du vin. Centre des ventes aux enchères les plus renommées, New York est en première position pour tout ce qui touche aux vins les plus prestigieux. À Manhattan, la clientèle luxueuse est toujours au rendez-vous et souvent à l'affût de bouteilles rarissimes. Le nombre de restaurants touche à la folie. Sortir dîner à New York est un art, une expérience variée, car la diversité culinaire de cette ville est impressionnante. Nous rendons visite à Ruth Morel, au restaurant bar à vin, le Morel Wine Bar et Café, dans le Rockefeller Center, au centre de Manhattan. Les Morel, dont la compagnie porte le nom, sont marchands de vin depuis plus de 54 ans. Ruth est la 3e génération. Son travail consiste à organiser des ventes aux enchères, la préparation des catalogues annuels et l'organisation de caves privées. Je suis la directrice de marketing de notre compagnie familiale. Nous sommes dans le secteur du vin depuis presque 55 ans, dans la vente uniquement. C'est notre restaurant, bar à vin. Nous l'avons ouvert il y a 2 ans quand nous avons déménagé au Rockefeller Center. Nous avons aussi une boutique de vin à côté. Notre but était de nous éloigner de tout ce qui peut paraître prétentieux dans le monde vinicole. Le savoir du sommelier peut être extrêmement intimidant. Nous voulions créer un environnement adapté aux gens qui peuvent ainsi se mélanger, qu'ils soient amateurs, connaisseurs ou simplement qu'ils aiment déguster le vin. Ils peuvent venir ici et commander un verre de vin à 7 $ ou un verre à 150 $. C'est notre sélection spéciale. C'est un mur dans lequel la température est contrôlée. Et nous y mettons les collections de vins très chères et de grande qualité. Comme vous voyez, nous avons une collection de Opus One, du pinot noir de William Salem. C'est un pinot noir très connu, très difficile à trouver. Nous achetons constamment du vin à des ventes aux enchères. Au début, nous avons commencé avec notre collection privée, une collection appartenant à notre famille que nous avons mise dans le bar à vin. Ici, nous avons les bureaux. Malheureusement, si nous allons en bas, nous allons déclencher le système d'alarme. Mais venez ici. Voilà, vous pouvez voir notre magasin. Cette pièce est très spéciale. Nous avons des bouteilles exceptionnelles. Celle-ci est une des plus chères. Elle vaut 20 000 $. C'est un cru californien de 1947. Il provient de la cave personnelle de M. Auguste Sebastiani, un producteur californien. La bouteille a été rebouchée et nous avons mis l'ancien bouchon dans ceci. C'est intéressant de voir une bouteille comme celle-ci datant de 47 et provenant de Californie, car on a plutôt l'habitude de voir des crus européens de cet âge. Ce sont des cristaux. Maintenant, il faut choisir. Ils ont fait tellement de photos différentes. Elle est belle, n'est-ce pas? C'est une partie de mon travail. Je me suis aussi occupée des photos pour le catalogue de Noël et des corbeilles pour offrir. Le catalogue et la publicité représentent une grosse partie de mon travail. Ici, nous avons la division des ventes aux enchères. Je vais vous emmener au fond. Ici, il y a seulement des bureaux. Malheureusement, la plupart des bouteilles sont parties. Nous sommes en pleine préparation pour la vente et d'habitude nous installons de grandes tables sur lesquelles nous évaluons les vins. En ce moment, nous les emballons et je pense que pour cette vente, nous avons... mon Dieu, je ne suis pas sûre de la quantité de l'eau à vendre. La vente tourne autour d'1 200 000 $. Cela appartient à un client. C'est son vin et il a une valeur de 86 500 $. New York est une ville difficile, une ville très difficile à vivre. Je travaille au moins 14 heures par jour. Je travaille souvent le week-end. Je ne suis pas la seule. Tous mes amis travaillent autant. Tout le monde. Je téléphone à quelqu'un dans son bureau pour laisser un message vers les 10 heures du soir et ils y sont.
Je ne sais pas pourquoi on travaille tous autant. Pour notre place réservée au cimetière? Quelle absurdité! New York est un immense État réunissant quelques-uns des plus beaux paysages d'Amérique. Et ces magnifiques panoramas sont à 2 heures de route de la capitale. L'État de New York est le 2e État vinicole des États-Unis, après la Californie, avec une production de 1 200 000 hectolitres sur 8 000 hectares de vignes. La presqu'île de Long Island s'étend sur 160 km dans l'océan Atlantique, près de New York City. Elle contient désormais une récente et ultra-dynamique zone viticole. Aux États-Unis, il est très difficile de trouver un bon Gewürztraminer. Pourtant, c'est une des variétés phares pour Lenz, qui depuis de longues années a réussi à faire ce vin rappelant l'Alsace. C'est un succès dans la région de Long Island. Il pousse très bien dans notre région, mais il est rare. Le Gewürztraminer est typiquement alsacien. Je le presse dans cette comporte, comme ceci, puis je le laisse macérer pendant plusieurs heures pour qu'il reste en contact avec ses peaux. Cela permet d'extraire plus d'arômes. Ensuite, je le fais passer dans le pressoir. Parfois, je le brasse et je le laisse macérer encore un peu. Le plus souvent, je presse tous les raisins afin de recueillir tout le jus avant de le mettre en cuve. Le fouloir et grappoir est une machine ultra-violente et je n'aime pas du tout sa fonction. Je préfère récolter les fruits avec une machine à vendanger, car elle va secouer uniquement le bon raisin. Bien sûr, il faut que le raisin soit bien mûr, et la machine récolte seulement ce raisin-là. Ma comporte sera remplie entièrement avec du raisin très mûr, sans rafle, sans feuilles et sans rien d'autre d'indésirable. Dans ce cas, vous n'avez plus besoin de les érafler. Il ne vous reste plus qu'à faire en sorte que les raisins éclatent. Ensuite, je place une pompe en dessous de la comporte et je réduis la taille du tuyau. Il remonte tout de suite et cela crée de la pression. Le volume s'accroît rapidement et cela permet au raisin d'éclater tout seul. J'évite d'écraser violemment le raisin pour le forcer à s'ouvrir. Je veux simplement qu'il s'ouvre doucement pour en laisser sortir le jus. C'est tout. La rallonge est dans le coin là-bas, la verte. Cette année a été fantastique. Les raisins sont extrêmement mûrs et c'est l'essentiel. Ce vin est très riche. Son arôme fruité est très puissant avec des arômes extrêmement fruités. On peut même vendre le jus tel quel, car il est vraiment délicieux. Il est si bon que c'est même difficile d'en faire du vin. La particularité du Gewürztraminer est de vous envoyer des arômes en pleine figure. C'est du grand arôme. Il m'est impossible de parler sans avoir un verre de vin à la main. C'est comme les Italiens, qui ne peuvent pas parler sans utiliser leurs mains. Je ne peux pas parler sans avoir un verre de vin. Pas tous les jours, mais régulièrement. Vous avez constaté que je recrache. C'est pour ma protection personnelle. Si vous avalez sans cesse, vous n'allez pas tenir la journée et vous allez faire une sieste. C'est le Cabernet Sauvignon, année 2000. Personnellement, je pense qu'un vin doit être bon du début jusqu'à la fin. S'il doit devenir un grand vin, il doit avoir un bon goût du début à la fin. Il ne peut pas être dur, tannique et imbuvable, puis d'un coup se transformer en un vin excellent. Il doit être goûteux pendant toute la vinification et devenir meilleur, progressivement, petit à petit. Il est riche, il est rond. Les tanins sont doux et sucrés. On peut le boire maintenant, mais il a besoin de plus de temps pour devenir un très bon vin. Les Américains achètent du vin qu'ils veulent consommer immédiatement.
Alors, pour que je puisse offrir aux clients un vin correctement vieilli, je dois le faire moi-même, car ils ne le feront pas. Ils veulent le ramener chez eux et le boire aussitôt. On le laisse vieillir dans nos caves pendant 2 ans, comme cela il est relativement mature quand il est vendu. Il faut s'amuser avant tout quand on fait du vin. Il faut le faire en se réjouissant parce que cela vous amuse. Cette exploitation vitivinicole, ou winery, a ouvert ses portes en 1998. Les Macari sont d'origine italienne, installés dans la ville de New York. Ils venaient souvent à Long Island, en villégiature, jusqu'au jour où le fils a eu envie de quitter la vie citadine et de faire pousser de la vigne. Ici, c'est la zone réservée au compost. Nous en faisons depuis 5 ans. Ma grand-mère italienne mettait toujours une tête de poisson dans ses plants de tomates. J'ai eu cette idée grâce à elle. Puis on a essayé et cela donne un excellent compost. Voici la partie la moins élevée du vignoble, à peu près 100 pieds au-dessus de la mer. De l'autre côté, du côté est, l'altitude est de 300 pieds. Cette ferme appartenait à mon père depuis 1972. Elle était en friche, complètement inutile, et rien n'y poussait. Elle était complètement à l'état sauvage. Nous avons planté les premières vignes en 1995. On venait régulièrement passer nos étés ici, et mon fils a tellement aimé cette région qu'il a décidé de déménager au lieu de vivre en ville. On a décidé de planter des vignes. Et ensuite, tout s'est développé comme un champignon. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ce jour-là, je suis certainement tombé sur la tête. Voici le raisin que nous allons vendre. D'ailleurs, il est préférable de le vendre si vous n'en avez aucun usage. De le faire rentrer nous coûte beaucoup plus d'argent. C'est plus de travail. Et si vous n'avez aucune utilité, il vaut mieux le vendre. On préfère s'en débarrasser ainsi. De nos jours, il y a beaucoup plus de vignobles et beaucoup plus de raisins sur Long Island. L'offre de raisins a dépassé la demande. Nous avons 8 tracteurs, 2 appareils pour les traitements et cette immense machine à vendanger qui vaut $250 000 $. C'est beaucoup de matériel. Nous ne savions rien de la viticulture quand on a débuté. Viens, viens, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Notre investissement s'élève maintenant à $20 millions. Il se peut que nos frais soient remboursés dans 4 ou 5 ans. D'ici là, on aura encore besoin de 5 ou 6 millions. Peut-être que mes enfants pourront gagner de l'argent. Je n'espère pas en faire moi-même. Tout ce que j'espère, c'est rembourser mes frais. Comme ça, je peux payer tout le monde et avoir une belle vie sans maux de tête. C'était un énorme investissement. Nous sommes une entreprise très jeune et nous ne connaissons rien à ce business. On pensait gagner plus. Pour le moment, tout en faisant ceci sans gagner beaucoup, il est important de bien manger et de bien boire. Et c'est mon boulot. Pour la vie. Buddell Cellars se trouve près de la ville de Cutchogue, sur la fourchette nord de Long Island. Kip et sa femme Suzanne ont établi leur vignoble et leur cave en 1980, avec seulement 7 acres de vignes. Quand on a commencé en 1980, on savait très peu de choses sur la viticulture dans cette région. Et malheureusement, on essayait d'appliquer des techniques propres à la Californie ou à la région nord de l'État de New York, comme par exemple le système de conduite sur fil de fer. On ne savait pas quel était le meilleur choix pour Long Island. Le premier vin que j'ai élaboré était mauvais, terrible, imbuvable. Mais je pense que le challenge est venu de là. J'étais certain de pouvoir élever sa qualité, c'est devenu une sorte de pari.
Maintenant, le vignoble s'étend sur plus de 32 acres, environ 13 hectares. En août 2000, Buddel Cellars a été acheté par Michael Line. Kip restera le vinificateur pendant une période de 5 ans. Bill Thompson est le chef de la salle de dégustation de Buddel. Il nous parle des vins de Kip. Il a appris tout seul. Quand les gens me disent qu'il doit avoir une bonne recette, je leur réponds, il n'a pas de recette. Il a un palais extraordinaire et il sait ce qu'il veut. Il est foncièrement bon. Les résultats nous montrent que nous sommes près du but. Ils nous disent le taux de sucre, mais surtout les acides et le pH. Nous voulons que le taux d'acidité soit assez bas dans nos vins rouges. Il y a aussi les tanins. On mâche la peau pour savoir si les tanins sont bons. Il ne faut pas que les tanins soient rudes. Il y a une seule façon de le savoir, c'est en les mâchant. C'est tout. Si la dégustation est bien faite, on peut vraiment bien expliquer le vin aux gens. Car le vin, en tout cas ici à Buddel, nous n'avons pas besoin de le vendre. Nos vins se vendent tout seuls parce qu'ils sont très bons. On va commencer par celui-ci. Je ne suis pas le meilleur et le plus authentique serveur, car je ne sais pas comment placer les bonnes bouteilles au bon endroit, mais je me débrouille. C'est un vin qui se nomme Sigmet. C'est un mélange de Riesling et de Gewürztraminer. Il fait donc penser à un vin alsacien. Oui, et même en voyant sa couleur, je peux le goûter et le humer. Des effluves de poire, un peu d'ananas, mais surtout beaucoup de pamplemousse. C'est grâce au Gewürztraminer. C'est d'abord une grande explosion de fruits. On pense qu'il va être très sucré, mais ensuite, il s'avère plutôt sec. Ma femme et moi-même avons 2 garçons. Ils ont essayé tous les travaux. La vinification, ils ont grimpé dans les cuves pour les nettoyer, ils ont tout essayé. Ils ont tous les 2 travaillé ici, mais ni l'un ni l'autre n'est intéressé par ce métier. Ils ne sont pas intéressés et puisque je n'avais personne pour continuer l'affaire, nous avons pris la décision de vendre. Le nouveau propriétaire est très important dans le monde du cinéma. Il est le gérant de New Line Cinema. Il m'a fait une offre impossible à refuser. Il est venu me voir et il m'a dit qu'il avait envie de faire les meilleurs vins possibles, que cela lui était égal de se faire de l'argent, qu'il n'était pas question d'acheter une exploitation pour gagner de l'argent. Il veut seulement faire les meilleurs vins. Il m'a dit qu'il voulait que je reste ici pour faire le vin. Eh bien, cela me paraissait être une très bonne affaire. Maintenant, je peux investir, on achète des équipements neufs et tout cela me permet d'obtenir la meilleure qualité possible et de faire un vin bien supérieur. Alors, vous prévoyez de nouveaux jouets pendant ces 5 ans? Je l'espère bien. C'est une bonne chose depuis le début. Le domaine Woolfer se trouve sur la fourchette sud de Long Island, près des fameux Hamptons. Il a été fondé en 1987 par Christian Woolfer. Comme beaucoup de vignobles sur Long Island, le domaine a remplacé une ferme de pommes de terre. Roman Roth, l'œnologue d'origine allemande, nous fait visiter la propriété. C'est notre salle de dégustation et nous avons insisté sur la nécessité d'avoir des tables au lieu d'un bar. Nous voulons nous installer à table avec nos clients pour avoir une vraie relation. Le vin n'est pas un aller simple. C'est une relation à long terme basée sur la confiance. Alors on s'assoit avec le client et on lui explique comment s'est déroulée l'année et cela permet aux gens de s'associer au vin. Cela permet aussi d'ajouter une part culturelle à notre région. Ce n'est pas seulement un vin blanc s'il vous plaît, c'est notre chardonnay spécial ou notre merlot de vendange tardive ou encore autre chose. Cela fait une grande différence dans nos ventes et nos clients deviennent des habitués. Je vais allumer la lumière. C'est notre cave. Christian a voulu créer quelque chose qui doit durer plusieurs générations. Tout est bâti d'une façon solide. Les générations futures s'en inspireront. On n'a pas construit en vue d'un marketing immédiat.
Les fondations sont solides. Par principe, le vignoble doit être magnifique. Et bien sûr, nous devons avoir de bonnes fondations. Tout est taillé dans la pierre. C'est un concept de permanence. On construit pour l'avenir. Les New-Yorkais sont fiers des vins que nous produisons. Voici mon tonneau préféré. C'était très amusant quand Billy Joel est venu yodeler. Mon surnom est l'onologue qui yodle. Billy a commencé à yodeler et je lui ai dit « Attends une minute !» Alors on a fait une petite compétition, mais Billy Joel est un vrai professionnel. C'est lui qui a gagné. Aujourd'hui, nous vendangeons notre rosé. Le 2000. Pardon, le rosé 2001. Chacune de nos vignes est étiquetée, c'est-à-dire que chaque cep porte une étiquette comportant 4 catégories différentes. Plantes jeunes, plantes moyennes, grandes plantes et plantes très vivaces. On ne peut pas être tout le temps présent sur le terrain. Nous avons une équipe importante. Certains sont mexicains. Il y a toutes sortes de gens qui ne sont pas tous des experts. Alors, ils peuvent regarder l'étiquette et se dire « Ok, c'est une plante vivace, alors on peut tailler un peu plus » ou « C'est une plante moins vivace, alors on taille moins ». Vatten op een tella, holleredia, holleredo, frista gaas met samtamdella, holleredia, ho. Triri, hollerido, holleredia, holleredo, triri, hollerido, holleredia, ho. La région de Hudson River suit de près celle de Long Island, avec 455 hectares et un nombre supérieur d'entreprises viticoles. La vallée de Hudson est une des zones viticoles les plus anciennes des États-Unis. Ici, les plantations de vignes remontent au XVIIe siècle. Ces vignes poussaient le long du fleuve inférieur jusqu'à la ville de New Paltz et furent plantées par des colons huguenots venus de Hollande et de France. Nous sommes sur la route des vins surnommée Duchess Wine Trail. Ben et Phyllis Feder sont les propriétaires des vignobles Clinton depuis 1976. Ils se sont spécialisés dans la culture du Céval blanc, un hybride franco-américain qui produit un vin mousseux et un vin blanc aux nuances de citron, de melon et de pommes vertes. Quand Mike était jeune, il a toujours été assez costaud. Mais il a eu un très grave accident de voiture. Il a été dans le coma pendant presque 2 mois et il a perdu l'audition. Il lit sur vos lèvres. Et si vous vous retournez, il faut vraiment parler très fort, sinon il ne vous entend pas. On lui a proposé d'aller voir un de nos amis médecins pour essayer de l'aider et d'envisager une opération pour lui rendre l'ouïe. Il refuse. Il a trop peur d'y rester. Le vin mousseux. La première étape est de vendanger le raisin, puis de faire fermenter le vin. Nous le faisons par la méthode traditionnelle. Il reste en cuve pendant 10 mois, de 9 à 10 mois. Ensuite, nous faisons la deuxième fermentation. On le met en bouteille, dans une bouteille à champagne, et nous y mettons un bouchon couronne. Cela s'appelle en France la méthode champenoise. Les bouteilles restent sur latte pendant presque 2 ans. Quand la fermentation est complète, les levures mortes descendent au fond et créent un dépôt. Cela participe aux arômes. Après 2 ans, on le met sur pointe et on procède au remuage, comme on dit en France. Dans le bouchon se trouve une partie qu'on nomme un bidule.
C'est un petit cylindre en plastique qui aide la collecte du dépôt. Ensuite, on dégorge et on dose. Le processus dure 4 ans, du début à la fin. Ceci est un bouchon à champagne. Regardez, ces 2 bouchons doivent entrer dans le goulot. En d'autres termes, le bouchon de champagne doit être compressé pour obtenir la bonne dimension. Ceci doit entrer là-dedans, et ceci aussi. Alors cette machine le comprime fortement, le maintient étroitement pour le pousser à l'intérieur. Il y a 6 kilos de pression dans cette bouteille. C'est pour cela qu'une bouteille de champagne est bien plus épaisse. Elle doit être plus solide à cause de la pression du gaz. Les Américains disent qu'ils aiment le vin sec, mais ils ne le pensent pas. En fait, ils l'aiment un peu sucré. Ils le disent quand même parce que ça fait bien de dire qu'ils l'aiment sec. Les Anglais, par contre, l'aiment vraiment archi sec, c'est-à-dire brut, sans sucre. D'ailleurs, beaucoup d'œnologues champenois dosent le champagne uniquement pour leur clientèle anglaise, et il est très sec. Vos joues en tremblent dans votre bouche. Quand nous avons fait nos premiers vins mousseux, je voulais moi aussi être snob en le faisant très sec. En le buvant, il était, wow, vraiment sec. Les clients viennent dans nos caves en disant qu'ils boivent uniquement des vins très secs, qu'ils ne boivent pas des vins sucrés. Mais si je leur servais du vin très sec, ils partiraient en courant. Du vin très sec. Je vais être très honnête avec vous, cela n'existe pas. Je peux vous raconter des balivernes, mais je n'en ai pas envie. Le champagne français est produit avec 3 sortes de raisins, 2 rouges et un blanc. Le nôtre est uniquement produit avec un seul type de raisin que nous faisons pousser nous-mêmes, car les 2 autres cépages ne pourraient pas survivre ici. Il fait beaucoup trop froid. Benmarl est le vignoble le plus ancien des États-Unis. Le propriétaire, Mark Miller, a acheté la propriété en 1956. Vinificateur, artiste, écrivain, Mark Miller est depuis longtemps passionné par la viticulture, surtout depuis ses nombreuses visites en Bourgogne. Nous avons devant nous un des plus beaux paysages de la vallée de l'Hudson. Quand j'ai acheté cette ferme en 1955, la vallée de l'Hudson était le plus grand centre agricole de tous les États-Unis. Aujourd'hui, elle est en train de devenir le dortoir de la ville de New York. Des milliers de gens viennent dans cette magnifique région agricole pour son climat, ses arbres merveilleux, et les fermes sont en train de disparaître. C'est vraiment triste de voir le plus ancien vignoble d'Amérique cultivé sans interruption depuis son origine, en train de se battre pour sauvegarder son espace. Les Américains commencent à peine à réaliser les subtilités des différentes régions viticoles. Ils découvrent aussi comment associer les vins à la gastronomie. Cela commence à faire partie de notre culture. Mais ironiquement, les Américains boivent, disons, mon Dieu, peut-être 13 litres par personne par an. J'essaie de leur expliquer que nous avons beaucoup de chemin à faire pour rattraper les pays civilisés qui en boivent au moins 50.
Voici la Bourgogne. Ce dessin représente une vente de vin dans la ville de Beaune. Celui-ci est le portrait d'un homme qui tient un verre de vin. Son titre est « Le connaisseur ». Voici un dessin qui a été publié en 1700 dans le magazine hebdomadaire de l'époque, Frank Leslie Illustrated Weekly. Donc, la viticulture existait déjà, mais l'idée d'élaborer le vin n'était pas encore développée. Nous avons probablement ici une pièce unique en son genre dans tout le pays. Cela fait une quarantaine d'années que je collectionne chacun de mes millésimes. Je fais cela essentiellement pour pouvoir les goûter au fil des années. Comme cela, on peut déterminer quels sont les effets du temps sur le vin américain. Tout ce qui se trouve ici est du vin élaboré avec le raisin de mon vignoble. De nos jours, laisser un vin s'altérer est impardonnable. Nous savons tous comment élaborer un vin qui ne va pas s'altérer. Le vin est semblable à l'être humain. Son caractère change en prenant de l'âge, comme votre grand-père, par exemple. Quand il était jeune, c'était un athlète. Maintenant, vous êtes assis à ses côtés, ses muscles se sont ankylosés. Mais philosophiquement, il est fascinant. C'est la même chose avec le vin. Il peut être vivace quand il est jeune et très subtil en prenant de l'âge. Les Américains souhaitent ardemment être raffinés. Bien sûr, le vin est l'ultime étape du raffinement, n'est-ce pas? Je n'utilise pas cette pièce en ce moment. Souvenez-vous que j'ai bâti ce domaine pour mes enfants, mais ils ont choisi un autre style de vie. Alors maintenant, j'ai trop d'espace. J'aimerais vraiment trouver quelqu'un qui se consacrerait entièrement à l'expansion de notre petite exploitation. Dans un sens, oui, notre exploitation s'est bien développée puisqu'au début, j'avais la licence numéro 1 de ferme viticole. Je suis très concerné par le fait que c'est le plus vieux vignoble d'Amérique. Et son avenir devrait être entre les mains de quelqu'un de plus jeune que moi. J'aimerais trouver une personne qui souhaite prendre la relève. De mon côté, je désire continuer à peindre mes illustrations. Alors, il faut voir ce que l'avenir nous réserve. En 1996, les Finger Lakes comptaient un peu plus de 10 000 acres de vignes et 55 établissements vinicoles. Presque tous sont regroupés le long des rives des lacs, au nom indien, de Canandaigua, Keuka, Seneca et Cayuga. Vus du ciel, ils s'étendent et s'écartent comme les doigts d'une main. La vigne semble ici apprécier autant le sol volcanique que le climat, tempéré par la présence des lacs. Le Dr Frank est arrivé dans l'État de New York en 1951. À cette époque, les vins des Finger Lakes étaient considérés comme médiocres. En seulement 30 ans, il a réussi à briser 300 ans d'échecs successifs, en prouvant à tous que les vignes nobles de Vitis vinifera prospéreraient dans la région. Son fils Willie a pris sa succession. L'État de New York est le deuxième ou le troisième plus grand État viticole des États-Unis. Quand le Dr Frank est arrivé dans ce pays en 1951 en tant que réfugié de guerre, il y avait 19 entreprises vinicoles. Il a acheté un aller simple en bus pour venir ici. Il ne pouvait faire autrement car il était plongeur dans un restaurant new-yorkais. Pourtant, il avait un diplôme de viticulture. Il était professeur à l'université de viticulture et nous avons été obligés de fuir le communisme. Il est né en Ukraine. Que doit faire le fils d'un père célèbre? Mon objectif était de développer le domaine du Dr Frank. Deuxièmement, d'envoyer mes enfants étudier la viticulture et l'œnologie. Et troisièmement, il fallait faire quelque chose pour moi. Nous sommes une entreprise familiale. Le Château Frank est une œuvre d'amour.
Allons donc à Château Franck. Une bonne vieille pierre provenant des champs américains. C'est Moltan Holgram, notre chef vinificateur. Ici, c'est un milieu parfait pour le Riesling. En dehors de l'Allemagne, c'est peut-être le meilleur terroir pour le Riesling ici. C'est mon maître de chai. Et puis Morgan Coleman, qui est un vétéran de la guerre du Vietnam, un ancien marine américain. J'ai peur de lui. Il est plus costaud que moi. Mais il a une femme et il a peur de sa femme. Un type est venu ici et il a goûté les vins. Puis il m'a sorti une carte en m'annonçant qu'il était avocat pour l'Institut français du Champagne. Il m'a dit, vous savez que c'est contraire à la loi de désigner comme champagne du vin effervescent produit hors de Champagne. Alors je lui ai raconté notre bonne vieille histoire américaine du canard. Nous racontons cette histoire en Amérique. Si cela se déplace comme un canard, si ça caquette comme un canard, et si cela a le goût du canard, allez-vous l'appeler un corbeau? C'est important parce que nous avons trop de satanés avocats. Trop de satanés avocats. C'est un fait. Pour la qualité, non, pas de machine. Pas de machine. Qualité. Nous vendangeons à la main avec un personnel mexicain, vous les verrez plus tard. Il y a 5 ou 6 ans, une tonne de Riesling se vendait $750. Maintenant, les caves de Long Island offrent $1600 pour une tonne de Riesling. Ce lac est d'une profondeur de 70 mètres. Il ne gèle jamais. Il nous aide de 2 façons différentes. Au printemps, l'eau se réchauffe moins vite que la terre environnante, et cela retarde la pousse des bourgeons. Et à l'automne, il prolonge la période de mûrissement. C'est très lent. Les journées sont chaudes et les nuits sont tempérées avec une température en dessous de 50 degrés Fahrenheit. Cela conserve l'acidité et nous permet de produire des Riesling qui gagnent des médailles d'or en Alsace. Vive la France! Vive l'Amérique! Une des caractéristiques du domaine Château Lafayette-Renault, assez unique pour des amateurs européens, est le fait que certaines variétés de vignes américaines y sont encore cultivées et vinifiées, comme le Concorde, le Catawba ou le Delaware. La vigne existait en Amérique du Nord avant sa découverte par les Vikings. Ces raisins donnent des vins foxés que les amateurs apprécieront. Elles ont été négligées depuis plusieurs années. Vous pouvez voir que les raisins et les grappes sont plus larges. Il faut les presser comme ceci, directement dans votre bouche, et n'en faire qu'une bouchée. Ce n'est pas du tout sucré, car il n'y a aucun sucre. Ces vignes étaient à l'état sauvage quand les Indiens peuplaient ces terres. Les premiers colons les ont utilisées pour élaborer leur vin. Il n'y avait rien d'autre qui poussait dans les Finger Lakes jusqu'aux années 50, à part ces plants et les hybrides. Ensuite, on a commencé à faire des greffes et à planter le vinifera. La dernière fois que j'ai goûté ce vin, j'ai dit à mon œnologue qu'il était trop sucré. Et je lui ai demandé de le rendre plus sec. Mais il ne se vendait plus. Les gens qui boivent ceci veulent un vin sucré. Il est populaire et il se vend très bien. La première année, le vin était presque blanc. Encore une fois, il ne se vendait pas. Il faut qu'il soit rose pour qu'il se vende.
Les clients achètent les vins pour leur apparence autant que pour leur goût. L'étiquette est aussi très importante. Quand je l'ai nommé Catawba, personne n'en voulait. Quand j'ai ajouté Metal Mist, il a commencé à se vendre. Voici donc le Metal Mist fabriqué avec le Catawba. Ce n'est pas un vin sérieux. Il a trop le goût de raisin sec et il est beaucoup trop sucré. Il a pourtant un taux d'alcool de 12 degrés, comme du vin normal. Je blague avec les clients en leur disant que c'est un jus de raisin avec un coup de pouce. Ce n'est pas du tout le genre de vin que j'aime boire. Personnellement, j'aime les vins rouges. Et mon Cabernet Sauvignon réserve du propriétaire est le vin que je bois. Si je ne pouvais pas boire du vin de qualité, je n'aurais plus qu'à vendre cette propriété. Vivre des intérêts bancaires et acheter les vins provenant des meilleures caves. J'ai acheté cette propriété pour cette vue, pour ces couchers de soleil fantastiques. Chaque jour est différent. Il me semble que c'est de plus en plus beau. Parfois, vous ne pouvez pas apercevoir le soleil. Puis d'un coup, les rayons percent les nuages. On dirait que le lac est en feu. C'est spectaculaire. J'ai toujours admiré la beauté des paysages européens et américains. Mais ici, c'est l'endroit que je peux enfin appeler mon chez-moi. Hunt Country est une entreprise vinicole familiale. Art et Joyce Hunt cultivent les terres de la ferme qui a appartenu à leur famille depuis plusieurs générations. Ils produisent du ice wine, un vin de dessert élaboré à partir de raisins congelés sur les cèpes au début de l'hiver. Art nous explique. Nous avons un problème avec les oiseaux et les biches qui mangent les raisins destinés à l'ice wine. Ces raisins restent plus longtemps sur les cèpes. Ils sont très sucrés, très mûrs. Alors les biches se disent « mangeons un peu de dessert ». Puisqu'il n'y a plus de feuilles, ils sont très visibles. Mais nous avons beaucoup de raisins. Elles n'en mangent qu'un tout petit peu. Nous avons aussi 2 employés qui aiment chasser la biche, alors ça les décourage. Voici les grappes de ice wine. C'est du Vidal blanc. Il est bien mûr et d'une couleur dorée. Les grappes sont très résistantes et tiennent très bien sur les cèpes. La rafle aussi est très résistante. Ce raisin mûrit très tard dans la saison. Les grappes étant très espacées, elles ne développent pas de moisissure. Grâce à leur fermeté, on peut les laisser sur la vigne jusqu'à fin novembre, début décembre, et les raisins se congèlent. Puis l'été indien arrive avec ses températures clémentes. Ainsi, les raisins gèlent et dégèlent et deviennent de plus en plus bruns. Ils développent des arômes caractéristiques aux connotations de miel, de raisins secs et de prunes. Les Finger Lakes sont la région viticole la plus froide de tout le pays. Il y fait très froid pendant la période des vendanges. De ce fait, nous avons des saveurs fruitées intenses et ces saveurs sont très concentrées. Quand nous vendangeons le raisin, nous le faisons fermenter à des températures très basses, en dessous des 14 degrés Celsius ou 60 degrés Fahrenheit. Il fermente doucement et toutes les saveurs délicates du raisin que nous avons pu obtenir dans le vignoble se retrouvent alors dans notre vin. Voici le ice wine. Vous pouvez le reconnaître à sa couleur. C'est une couleur profonde qui est obtenue lorsque nous pressons le raisin. On le presse quand il est congelé et cela donne un jus très dense au niveau des sucres, de l'acidité et des composants aromatiques. Son arôme rappelle le miel, avec des effluves citronnés.
Ici, la valeur immobilière des terres n'est pas très élevée. Nous sommes un site touristique magnifique. Notre notoriété en tant que région viticole va s'accroître en popularité grâce au nombre croissant des gens qui viennent nous visiter. Notre climat froid nous permet d'obtenir des fruits excellents et nous protège des maladies comme celle de Californie ou contre la maladie de Pierce. Il fait trop froid pour cela. Je pense que certains propriétaires californiens vont se déplacer par ici. Certains producteurs français sont même venus inspecter notre région pour y planter des vignobles. Je ne sais pas si Art vous a avoué qu'il m'a offert une machine à vendanger comme cadeau de Noël. Je suis rentrée un soir après la tombée de la nuit, un peu avant Noël, et j'ai aperçu des guirlandes de Noël au-dessus de la colline. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cela? En entrant dans l'allée, j'ai aperçu une machine à vendanger couverte de guirlandes clignotantes. Les enfants étaient très excités. Ils ont crié, « Regarde ton cadeau de Noël !» Pour mon anniversaire, il m'a offert un filtre. Un filtre à vin, évidemment. Je me suis vengée. Une année, je lui ai acheté un cheval pour son Noël, puis un Saint-Bernard pour son anniversaire. Il a trouvé le moyen de se plaindre en disant que je n'étais pas obligée de faire une balade avec mon filtre, mais que lui, il était obligé de promener le chien. Where's your black pepper that's ground up there? Over on that side? Aujourd'hui, le chef Paul et ses élèves sont venus découvrir les vins de la région des Finger Lakes. Avant la route du retour, ils doivent déguster ensemble une sélection de vins et juger lesquels s'associent avec élégance à la recette de leur professeur. Je donne un cours qui s'appelle les vins du monde. Mes étudiants doivent avoir 21 ans ou plus. La classe se déroule le mardi soir entre 7h et 10h. Nous dégustons des vins et nous faisons une évaluation sensorielle. Nous sommes venus découvrir les vins de la région nord de l'État de New York. Nous avons visité le domaine Heron Hill, puis Dr. Frank. Et maintenant, nous sommes ici. Joyce et moi préparons une présentation pour le Desmond Americana dans la ville d'Albany en novembre prochain. Il faut que nous choisissions les vins pour cette démonstration. Alors voici ce que nous allons faire. Nous avons cette recette, nous avons des vins, et nos étudiants vont faire une dégustation. Les vins choisis finiront dans la présentation. Voici le poulet. Je vais le faire venir, j'ai ajouté de la farine, j'ai mis des oignons préalablement cuits. Maintenant, je fais terminer mes champignons, mes tomates, le vin blanc et un peu de bouillon de poulet, puis j'ajoute les herbes et c'est prêt. Toute la classe est prête. Ils sont affamés. C'est prêt? Super, je suis prêt aussi. Je m'appelle Jim Treesize. Je suis juste une personne qui aime le vin et la gastronomie. Non, je fais partie de la Fondation du vin et de la vigne et nous représentons toutes les entreprises vinicoles de l'État de New York, comme Long Island, la vallée de l'Hudson, les Finger Lakes ainsi que le lac Erie. C'est pourquoi j'ai choisi cette recette, car on trouve facilement ces ingrédients dans l'État de New York, comme le poulet, les champignons, les tomates et le vin blanc. Donc cette recette est représentative du terroir new-yorkais. C'est d'ailleurs le thème de notre présentation. New York est en tête de la liste avec son vin et sa gastronomie. Yeah, I always try to bring your house down. I've got to add some wine to it now. Je vais maintenant ajouter le vin dans la sauce. Regardez cette belle similitude. Notre poulet chasseur est conçu avec le vin du domaine Hunt Country. Hunt veut dire chasse. C'est parfait. Ce vin provient d'un hybride. C'est un mélange, on y retrouve du céval blanc. Il n'est pas trop sec ni trop sucré. On devrait le goûter. Just go in there and get a plate. Do we need all these plates? Okay. Bon, vous êtes prêts pour la dégustation? Nous allons servir les vins dans le même ordre comme sur votre liste en commençant par le numéro 1.
Avant tout, vous allez vous lever et venir chercher votre assiette. Faites attention de ménager vos appétits pour pouvoir goûter le plat en même temps que les vins servis. Puis vous allez donner des notes. 3 est la meilleure note possible. Cela veut dire que le vin s'associe parfaitement à notre plat. Numéro 2 est OK. Numéro 1 est pauvre. Vous pouvez aussi ajouter des demi-points, car vous pouvez penser qu'un vin est légèrement supérieur à un autre. Une note de 2 points est une bonne note, mais 3 reste la meilleure note. Compris? Le numéro 1 est le plus bas. Et si le vin dégusté ne vous plaît pas du tout, notez pourquoi en bas de votre feuille. Le vin numéro 1, un Sauvignon blanc de chez Martha Clara. Qui a donné un 3? S'associe-t-il bien avec notre recette? Le Pinot Gris de chez Goose Watch. Un 3, un 2.5, et le Gewürztraminer du domaine Goose Watch. Ah, pas mal de 3. Intéressant. Intéressant. Bien. Le domaine de Goose Watch se trouve à Long Island. Maintenant, notre blanc de Han Country. C'est notre vin numéro 7. C'est le vin avec lequel nous avons fait la recette. Maintenant, il faut que je vous prévienne que nous avons 2 heures et 50 minutes de trajet avant de rentrer. Il est maintenant 8h30.